Bonjour à tous. Je suis Adèle Pierre et je travaille à l'Observatoire de Bruxelles et je coordonne, entre autres, parmi d'autres projets, le dénombrement qui a lieu sur base bisannuelle en région bruxelloise. Donc, c'est sur sur l'ensemble de la région. On couvre les 19 communes. Les chiffres que je vais vous présenter maintenant sont les chiffres du dénombrement qui a eu lieu le 6 novembre 2024. Alors, ce dénombrement a lieu à la fois dans l'espace public, donc on va organiser un comptage de rue avec plus de 300 bénévoles qui vont parcourir et quadriller la région lors de la nuit du dénombrement, mais aussi dans les différents services. Donc on va récolter des données dans les structures d'urgence, dans les maisons d'accueil. On va couvrir ensemble les différents types de structures qu'on prend en compte dans le cadre du dénombrement. Et aussi dans les services sociaux, donc par le biais d'enquêtes, et notamment un gros acteur du dénombrement, ce sont les CPS qui nous fournissent un grand nombre de données. Alors, on va couvrir maintenant les différentes catégories que l'on prend en compte dans le cas du dénombrement. Donc, j'en ai parlé, hein, la rue, donc c'est la première catégorie qu'on va explorer. Donc, comme je l'ai dit, lors de la nuit du dénombrement. Ensuite, bien évidemment, les centres d'urgence. Donc ici, il y a différents acteurs, hein, le SAMU social, Pierre d'Angle, la Croix-Rouge, qui nous fournit du coup les données sur le nombre de lits qui sont occupés la nuit du dénombrement. Ensuite, en troisième lieu, les structures d'accueil. Donc là, on va retrouver notamment les maisons d'accueil, mais aussi les logements de transit. Et ça, c'est un héritage du Covid, puisqu'il nous reste encore en 2024 un dispositif social en hôtel qui va tendre à évoluer vers un autre type de structure en 2026. C'est un détail. Ensuite, on a les personnes dans les différentes institutions. Donc là, on a par exemple les services d'urgence des hôpitaux. Donc on va comptabiliser et contacter en fait ces structures pour demander voilà, combien de personnes sont chez soi, sont accueillies au sein de l'établissement la nuit du dénombrement. Mais aussi, on va prendre en compte les personnes qui quittent un hébergement, par exemple fait d'asile sans solution de logement. Donc j'insiste bien sur le mot quittant une institution, hein, puisque les personnes qui sont accueillies, par exemple, dans un établissement pour des problèmes psychiatriques, par exemple, on ne va pas les prendre en compte puisqu'on ne sait pas, on ne connaît pas exactement la durée de séjour. Donc ce qu'on va comptabiliser, ce sont bien les personnes qui quittent la structure sans solution de logement. C'est une précision méthodologique, mais qui est quand même importante. Alors, ensuite, on va comptabiliser tenter de, puisque c'est une catégorie qui n'est pas toujours facile à couvrir, on va comptabiliser les personnes qui sont en squat, mais aussi en occupation temporaire, et aussi les structures qui n'ont pas reçu d'agrément. Donc là, on peut imaginer évidemment que les données que je vais vous montrer tout de suite sont largement sous-représentées, puisqu'on ne peut pas couvrir l'ensemble des squats dans la région, mais on a quand même une tentative en contactant tous les services de prévention, les acteurs de rue notamment, pour tenter d'avoir un chiffre qui est au plus proche de la réalité. Évidemment, c'est notre objectif. La sixième catégorie, en fait, je parlais d'une catégorie sous-représentée, mais là, c'est encore, ça l'est davantage, hein, puisque là, on va parler des personnes qui sont hébergées notamment chez des tiers. Donc, c'est par exemple une personne qui dort sur le canapé d'un proche. Alors là, les seuls services qui peuvent nous fournir ces informations, ce sont les CPS. Et enfin, les personnes qui sont menacées d'expulsion, malgré, je le précise à cette époque-là, la présence d'un moratoire. Et donc, on a des chiffres qui sont anormalement élevés en cette période. On va le voir tout de suite. Et donc, rapidement, hein, je vais balayer avec vous les résultats du dénombrement de 2024. Comme ça, on va voir un peu dans quelle proportion on se situe. Alors, en ce qui concerne la rue, on a un dixième de la population sans chez soi recensée. Donc, près de 1000 personnes en rue, dont 23 enfants. J'insiste quand même sur ce chiffre qui est anormalement élevé et qui pourrait, d'après les estimations du secteur, être plus conséquent lors du dénombrement prochain. Ensuite, la seconde catégorie, qui est une des catégories les plus importantes, hein, c'est les personnes en hébergement d'urgence, 2535 personnes. Alors, ce chiffre, évidemment, reflète des capacités et non pas une réalité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que plus il y a de lits disponibles, plus il y a de personnes, mais ça ne reflète pas forcément la situation du sans-gessoirisme. Et c'est un chiffre, on le verra sur les évolutions, hein, qui est particulièrement élevé. Ensuite, les personnes en structure, en foyer d'hébergement, hein, qui représentent 16% du public recensé. Alors ici, on a plutôt, pour les personnes dans les institutions, hein, les 4%, des situations qui sont plutôt transitoires.
Donc, on transite à travers une structure d'urgence ou alors on quitte l'institution. Et donc, ce sont des chiffres qui reflètent justement des situations plutôt dans ce cadre-là. La catégorie la plus élevée, ce sont les personnes dans les logements non conventionnels, 27%. Et comme je l'ai indiqué précédemment, c'est une catégorie qui est aussi sous-représentée. Les personnes chez des tiers, on a recensé grâce au CPS, avec l'aide des CPS, 1539 personnes. Alors, tous les CPS n'ont pas été en capacité d'estimer le nombre de personnes hébergées chez des tiers. Donc ça, c'est une information que je précise aussi d'emblée. Donc, un chiffre aussi sous-représenté. Et ensuite, on a précisément recensé 77 personnes qui étaient menacées d'une expulsion effective. Donc, il ne s'agit pas des jugements d'expulsion, mais bien d'une réelle expulsion. Donc, 77 personnes en période de moratoire hivernale. Alors, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est difficile parce qu'on ne peut pas comprendre ces chiffres sans les mettre en relation, évidemment, avec les évolutions. Et donc, très rapidement, hein, je vais vous montrer un peu ce que ça représente au niveau des évolutions. Alors, avec quelques points d'intention, donc on voit que le nombre de personnes en rue a augmenté de manière continue depuis 2008. 2008 étant la date du premier dénombrement qui a été effectué par la Strada. Et on dénombre exactement de la même manière le public en rue. Donc, on va faire un repérage 3 semaines avant le dénombrement et on va se rendre la nuit du dénombrement dans les zones prioritaires. Et cette méthodologie est la même en 2024. Donc, on peut de ce point de vue-là, dire que les chiffres ont réellement augmenté dans cette catégorie-là. Il en est de même pour les structures d'urgence. Alors là, on voit clairement que le chiffre a explosé et c'est notamment dû au Brussels Deal. Le Brussels Deal, c'est un financement de l'État fédéral à la région pour pouvoir notamment répondre à la crise de l'accueil. Un autre point d'attention, c'est la faible évolution relative des foyers d'hébergement, hein. On voit que depuis 2008, leur proportion a presque peu augmenté. Et donc, on voit clairement une volonté politique d'aller vers des solutions d'urgence plutôt que des solutions allant davantage vers l'insertion. On voit aussi qu'il y a des catégories qui apparaissent en 2022, les personnes chez des tiers et les personnes menacées d'expulsion. C'est parce qu'à partir de 2022, on a commencé à faire des enquêtes dans les CPS. Les CPS sont devenus des acteurs importants du dénombrement. Et donc, on est parvenu à récolter ces données qu'on ne récoltait pas par ailleurs. Donc, les augmentations sont dues à la fois à des augmentations d'effectifs, mais aussi à des améliorations au niveau de la méthodologie. Donc ça, c'est deux choses à garder en tête. Alors, voyons maintenant ce qui nous intéresse, hein, des données liées au genre et à l'âge. Et on va rentrer évidemment dans le détail au niveau des personnes dites seniors. Seniors, j'ai pris en compte des données statistiques classiques, donc c'est le public 60 et plus. Voilà, je me suis alignée sur ce que les statisticiens font généralement. Alors, rapidement, hein, pour l'âge, pour comme ça on voit un peu des proportions, les catégories les plus représentées sont entre 30 et 59 ans. On voit ici que ces courbes, enfin c'est pas des courbes, c'est bâtonnet. Donc, c'est le public qui sont plus représentés. Les jeunes adultes représentent aussi une part significative. Et il faut savoir aussi que dans les enquêtes, on ne récolte pas de données pour les mineurs. Hein. Ce sont pour des raisons RGPD. Par contre, on va comptabiliser les mineurs dans les questionnaires de leurs parents, donc en demandant s'ils sont accompagnés ou non d'un mineur. Et donc, c'est ce chiffre ici qu'on retrouve dans la bulle qui n'est pas reprise dans le graphique, puisque le graphique représente bien les enquêtes que l'on a récoltées. Donc, aux mineurs qu'on voit ici s'ajoutent 1272 mineurs accompagnés. J'insiste sur le fait qu'ils sont accompagnés, hein, puisqu'ils sont dans les questionnaires de leurs parents. Et enfin, les seniors, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ils représentent 9,5% du public. Donc, une personne sur 10, grosso modo, sans chez soi, pour laquelle un questionnaire a été complété l'année du dénombrement, avait plus de 60 ans. Alors maintenant, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les résultats des enquêtes et j'ai fait un filtrage pour toutes les personnes qui avaient 60 ans et plus. Alors, je vais faire prendre des précautions méthodologiques avec vous. C'est que les données que je vais vous présenter maintenant, contrairement aux données globales du dénombrement, n'ont pas fait l'objet d'un comité scientifique spécifique.
Donc un comité scientifique, généralement, c'est composé à un tiers d'académiques qui vont nous dire, ben voilà, ta méthode, elle est correcte, elle ne l'est pas, ça colle avec la littérature, ça colle pas. Donc ça, c'est important pour pouvoir s'aligner. Et quand on veut affirmer quelque chose, ben c'est important de le faire, de croiser ces informations avec les connaissances d'autres chercheurs. C'est aussi composé d'acteurs du secteur public qui nous disent, ben voilà, nous on met en place telle politique publique ou c'est ce qu'on constate en tout cas dans nos rapports, dans nos recommandations. Et enfin, un autre acteur important d'un comité scientifique, tel que moi je le composerais, ce sont les gens de terrain. De dire, ben en fait c'est bizarre, ce qu'on constate sur le terrain, ça colle pas avec vos données. Ce travail de confrontation à un comité scientifique, je ne l'ai pas fait pour les 60 ans et plus. Donc, il faut prendre les données que je présente ici avec beaucoup de précautions et ne pas tout prendre pour acquis ou argent comptant. Et on va le voir aussi, le dénombrement au niveau des questionnaires comporte des biais méthodologiques. Des biais méthodologiques, c'est que les acteurs qui ont le plus participé, forcément, ce sont les acteurs un peu plus institutionnels. Les structures d'urgence, le SAMU social a complété beaucoup d'enquêtes, la Croix-Rouge a complété beaucoup d'enquêtes. Par contre, il a été particulièrement difficile de mener des enquêtes dans les squats. On n'a pas toujours des personnes qui parlent la même langue, etc. Et donc ça, c'est un biais méthodologique puisqu'on va avoir une plus forte représentation des publics dans des structures plutôt conventionnelles. Mais par contre, on va avoir moins de données sur des personnes qui sont plutôt fort à la marge, en rue et dans les logements non conventionnels. On le verra, j'ai un graphique qui montre ça très clairement. Mais donc, je dois le préciser avant de présenter les résultats. Alors, donc, ce que j'ai fait ici, c'est qu'on a les données du dénombrement pour le genre. Et à droite, vous voyez les données 60 ans et plus. J'ai pu le faire pour les graphiques comme ça, mais je n'ai pas pu le faire pour les graphiques en bâtonnet, puisque sinon, ça va être tout petit et pas très clair. Par contre, à l'oral, je vais vous indiquer à chaque fois, par rapport au dénombrement classique, ça se situe là. Donc, voilà comment je vais procéder pour la suite de la présentation. Donc, au niveau du genre, on voit que c'est relativement proche du dénombrement. On a un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes, grosso modo. Alors, c'est le fameux graphique dont je parlais tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Ce qu'on voit ici, c'est que donc ici, en bleu foncé, on a les résultats des questionnaires et en bleu clair, on a les résultats des données qu'on a récoltées. Donc, on a récolté plein d'informations, mais on n'a pas pu faire des enquêtes pour chaque information récoltée en résumé. Et on voit que pour les catégories urgence, structure d'accueil et les dossiers, ce sont les personnes hébergées chez des tiers et donc données récoltées dans les CPS, eh bien, c'est relativement proche donc, ce qu'on a récolté en chiffres et par questionnaire. Par contre, on voit que pour la rue et les logements conventionnels, on a complété beaucoup moins de questionnaires que de personnes pour lesquelles on a récolté des informations. Donc, c'est exactement ça, le biais méthodologique qu'il faut garder en tête. Donc, les données concernant les 60 ans et plus sont moins représentées dans ces catégories-là, pour le dire plus clairement. Maintenant qu'on a fait toutes ces précautions méthodologiques, on peut se plonger au cœur des données. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Donc, je vous l'avais dit, on a 9% du public senior. Donc, on a récolté 3665 enquêtes et il y a 323 enquêtes qui concernent les 60 ans et plus. Alors, on a une concentration des seniors dans 2 catégories, ethos 2, les structures d'urgence, et ethos 6. C'est assez rassurant, ça corrobore un peu aux résultats qu'on a vus précédemment. Donc, on peut se dire qu'on est plutôt dans le bon à ce niveau-là. Par contre, par rapport au public, on constate moins de personnes en foyer d'hébergement. Alors, comment est-ce que ça s'explique? Je ne l'ai pas confronté au terrain, donc je peux juste vous dire comment est-ce que moi je l'imagine. Mais j'imagine qu'il y a peut-être plus de familles dans les structures, dans les foyers d'hébergement. Donc ça, c'est assez sûr de pouvoir l'affirmer. Et un peu moins de seniors dans ce type de structure, ce qui pourrait expliquer la différence. J'utilise toujours évidemment le conditionnel. Alors, en ce qui concerne la nationalité et le statut de séjour, on a une part importante de personnes qui sont hors Union européenne qui diminue dans les 60 ans et plus, ici à droite. À l'inverse, on a une part de ressortissants de l'Union qui augmente. C'est une question de vase un peu communicant.
mais presque au double, hein, puisqu'on passe de 21% à 10%. Donc et aussi la proportion de personnes belges reste globalement stable. Alors, je ne peux pas l'expliquer, je peux juste vous donner des suppositions ou vous laisser imaginer un peu les raisons qui pourraient expliquer le doublement de cette proportion. Alors, en ce qui concerne le statut de séjour, chez les 60 ans et plus, hein, donc ça c'est bien les données pour les 60 ans et plus, la situation administrative elle est plus polarisée que dans l'ensemble des données. On a 41% qui n'ont pas de document de séjour valide. Dans le dénombrement classique, on a 20%. Donc là, on a vraiment une forte différence. Je ne peux pas l'expliquer, mais je peux juste vous donner le constat. Alors, par contre, les titres de séjour permanent, le nombre de Belges sont relativement proches du total. Donc, ce sont ces deux bâtonnets-ci. Les statuts plus instables sont moins fréquents, et donc les titres de séjour temporaire sont 2 fois moins nombreux. On a 5% contre 10% dans le dénombrement. Les procédures en cours, c'est pareil, hein, donc on a 2% contre 7% dans le dénombrement classique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que globalement, on a moins de parcours administratifs en transition pour les 60 ans et plus, et on a plus de situations qui sont installées dans la durée. Donc ça, c'est un peu la synthèse de ces résultats. Alors, en ce qui concerne la composition de ménage, ici, on ne va pas parler de composition de ménage au sens administratif du terme, hein, cohabitant légal, etc., mais bien de situations réelles. Donc, dans l'enquête, seules les relations parentales directes sont prises en compte, mère, père, fils, enfant, etc. Donc, chez les 60 ans et plus, l'isolement est beaucoup plus marqué. 91% des effectifs sont isolés sans enfants. Comparé au total, le total c'était 78%, donc on a beaucoup plus de seniors en fait qui sont seuls. Le sans-chez-soirisme des seniors est largement vécu seul, avec des configurations familiales qui restent assez marginales, on le voit ici dans les résultats. Alors en ce qui concerne le revenu, ici ça ne concerne pas le nombre d'effectifs, mais le nombre de mentions, donc une personne pouvait mentionner plusieurs types de revenus. Alors chez les 60 ans et plus, l'absence de revenus officiels c'est encore plus fréquent que dans le total des enquêtes, hein. 44% n'ont aucun revenu déclaré contre 37% du total. Donc on a plus de personnes qui n'ont aucun revenu dans les 60 ans et plus. Par contre, et ça c'est relativement logique, le nombre de personnes qui perçoivent une pension est plus important. C'est relativement logique, hein, près de 18%, ce qui est beaucoup plus élevé que le total des enquêtes. Alors les autres sources telles que le chômage, l'invalidité, l'emploi, les allocations spécifiques sont relativement marginales. Ensuite, on voit hein, quand même que le RIS reste une source importante de revenus. Donc on a 25% pour le RIS contre, alors pour le total des enquêtes, c'était un peu plus, hein. On avait 39% dans l'enquête. Donc ça pourrait s'expliquer par soit des personnes qui basculent à un moment, qui perçoivent la pension tout simplement, donc elles ont un autre type de revenu que le RIS, ou alors elles basculent dans le sans-emploi. Ça pourrait aussi s'expliquer par une proportion plus importante de personnes sans titre de séjour, comme on l'a vu dans l'autre graphique. À nouveau, je n'ai pas confronté ça avec la réalité de terrain, mais ce sont des suppositions. Alors les données de santé, ça c'est aussi assez intéressant et on voit de fortes différences. Donc ce que j'ai fait ici, c'est qu'on a le pourcentage total. Et ici, on a le pourcentage pour les 60 ans et plus. Alors ici, on a quand même un résultat qui saute aux yeux, hein, c'est la proportion de personnes qui ont un problème physique à long terme qui saute jusqu'à 54%. Voilà. Alors, ces données, elles sont à interpréter aussi avec prudence. Les assistants sociaux ne sont pas des experts de la santé, donc ce sont des données qui sont soit reprises dans les dossiers sociaux, soit une perception de l'assistant social. Donc, ça n'a pas été fait l'objet d'une évaluation directe par un médecin, les données que je présente ici. Ce sont des estimations qui donnent une idée, hein. Donc, voilà, il déclare aussi moins souvent être sans problème de santé, hein. On n'a donc aucun problème de santé, on a 34% pour le total et près de 15% pour les 60 ans et plus. Les problèmes de santé mentale sont moins déclarés et les situations d'addiction diminuent aussi. Et les autres catégories restent aussi marginales. Donc voilà, les deux résultats principaux, ce sont évidemment les deux premières lignes. Alors, en ce qui concerne les origines du sans-chez-soirisme et la durée, donc ce sont les dernières données que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, à nouveau, une personne pouvait mentionner plusieurs causes d'origine d'instabilité de logement. Alors, la migration reste la cause la plus fréquente, hein. C'est aussi la cause la plus fréquente pour le total des questionnaires.
Ici, on a 38% qui mettent en avant la cause migratoire, contre 32% si je ne me trompe pas dans le total. Donc on est quand même plus élevé pour les seniors. Les difficultés liées au logement sont la deuxième cause, 22% contre 16% au total. Donc derrière la question du logement, on va retrouver une expulsion pour cause d'insalubrité, non-paiement de loyer, incendie, catastrophe, etc. Donc ça, ce sont les causes liées au logement qui sont aussi plus importantes que dans l'ensemble des questionnaires. Les difficultés relationnelles sont moins fréquentes chez les seniors. Donc une difficulté relationnelle, c'est par exemple un conflit avec la famille, un divorce, ce type de raison. Les raisons financières, elles augmentent légèrement, elles sont près de 10% contre 7% pour l'ensemble des questionnaires. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le sans-abrisme est rarement dû à une seule cause, hein, c'est une multiplication de facteurs, et que généralement, des causes s'imbriquent dans d'autres. Donc, je vais vous donner un exemple, hein. Les raisons financières, on peut s'étonner, ben tiens, c'est bizarre, c'est pas mentionné très fréquemment, mais en fait, ça peut être lié à un divorce, et puis une problématique d'addiction qui est une problématique d'addiction, et puis peut-être une expulsion de logement qui ne permet pas de se reloger, la perte d'un emploi, etc. Donc en fait, on va avoir des raisons financières qui vont arriver peut-être en dernier lieu, mais qui peuvent transparaître dans les autres causes. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais multiplication de facteurs, c'est ce qu'il faut retenir ici. Ensuite, pour ce qui concerne la durée, ici, le sans-chez-soirisme de longue durée est beaucoup plus fréquent chez les seniors, hein. 52% sont sans chez-soi depuis plus de 2 ans, contre 34% du total. Donc ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Donc on a vraiment un sans-chez-soirisme qui s'ancre davantage dans la durée pour les seniors. Pour ces personnes, c'est sans doute plus chronique que transitoire. On verra ensuite dans les autres présentations si ça colle un peu, hein, mais voilà. Et en ce qui concerne l'action sociale du CPS, donc est-ce que le CPS intervient pour la personne ou pas? Donc ça peut même être une AMU, hein, c'est pas forcément un RIS. Est-ce qu'il y a un dossier ou un suivi au CPS pour la personne? Et donc on a 88% qui disposent d'un dossier actif au CPS. C'est bien plus que le total des enquêtes, hein, puisqu'on a 77% dans les enquêtes. Là, c'est vrai, effectivement, j'aurais pu mettre l'autre graphique à côté. Bon, ben pour conclure un petit peu, on a un sans-chez-soirisme qui s'ancre beaucoup plus dans la durée, hein, une chronicité beaucoup plus forte pour les personnes sans chez soi et seniors. J'ai pas mis en fait les éléments de conclusion, donc en fait je vais faire une conclusion globale. Ouais, j'aurais dû en fait remettre les constats. Je ne l'ai pas fait. J'ai pas bien fait mon devoir. Bon voilà, j'imagine qu'on aura peut-être des questions par la suite. N'hésitez pas. Alors je pense que le PowerPoint va être transféré avec un petit message de précaution aussi en disant voilà, ces enquêtes n'ont pas été validées, etc. par un comité. Donc faites attention lorsque vous utilisez ces chiffres. Par contre, les chiffres du dénombrement, n'hésitez pas, ceux-là ont bien été vérifiés, etc. Mais donc voilà, on n'est pas à l'abri de biais méthodologiques. Donc j'insiste à nouveau là-dessus. Si vous voulez télécharger le rapport du dénombrement, il est sur notre site internet. Vous pouvez aussi scanner le QR code. Et je suis bien sûr disponible par mail, donc n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez des questions, besoin d'informations, si vous ne comprenez pas certaines données. Je suis bien sûr là pour y répondre. Un tout grand merci.